Samedi 8 février 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les membres du parti TGV d'Antananarive ont accompli leur devoir de rendre vers Madagascar, conformément à la politique du président Andrzej. L'événement s'est déroulé aujourd'hui sur un terrain de 2 hectares dans le Fuktan d'Ambouinoumé, commune d'Ambatulam-Pitsmafout, district d'Ambujachim. Cette journée a été marquée par l'esprit de solidarité et de convivialité entre les participants. Nyarvulat Feren, Anzar Razonarvel et Praz de Nilsson. Ambouinoumé, séparé de la couleur orange aujourd'hui. Comme chaque année, le parti TGV a apporté sa contribution à la campagne de reboisement. En tant que parti actif et engagé dans la vie nationale, le TGV a ainsi exprimé publiquement son soutien aux actions et à la vision du président de la République en matière de reforestation et de protection de l'environnement. Le reboisement est un acte essentiel pour préserver l'environnement. Le gouverneur de la région d'Analamangue, qui est également secrétaire national du parti TGV à Antananarive, a profité de l'occasion pour interpeller les parlementaires sur la nécessité de renforcer les lois punissant sévèrement les auteurs de feux de forêt. Outre les militants de base du TGV, des associations, des représentants de districts, des communes et des régions, de nombreux hauts responsables et proches du parti ont participé à ce reboisement pour témoigner de leur soutien au président Andrzej. Au total, 7000 jeunes plants ont été mis en terre sur les 2 hectares du site de reboisement à Ambouinoumé, dans une ambiance de solidarité et de joie. Ce reboisement organisé par le parti TGV à Ambouinoumé démontre l'unité du parti, engagé en première ligne dans le soutien au président de la République et à sa vision de développement. Le TGV confirme son implantation et sa force sur le terrain. Malgré les critiques et attaques de l'opposition, les réalisations du président Andrzej dans divers domaines restent indéniables. Ce succès se traduit par un nombre croissant de partisans convaincus qui rejoignent les rangs des soutiens au régime. Et dans un tout autre sujet, plus de 4000 détenus bénéficieront de compléments alimentaires Plumpy Nuts dans le cadre du projet Fanarinen, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'ONG GRET ainsi que 2 autres ONG. La distribution a débuté hier au sein de la prison d'Akazoubé. Selon le ministre de la Justice, Rakoutoumandimbi Benjamin Alexis, l'État a pris en charge les taxes douanières pour l'importation de ces pamplemouses. Les détails. Hier, 40 cartons, soit 6000 sachets de pamplemouses, ont été distribués aux détenus les plus vulnérables de la prison d'Akazoubé souffrant de malnutrition. Ce complément alimentaire sera consommé 5 fois par jour pendant 5 mois. Complément alimentaire reçu dans le cadre du projet Fanarinen, financé par l'AFD et mis en œuvre par l'ONG GRET et 2 autres organisations. Dans les établissements pénitentiaires malgaches, la malnutrition est une réalité. Une grande partie des personnes détenues arrivent déjà en état de malnutrition et l'incarcération l'accentue parfois. L'accès limité à une alimentation adéquate, à des soins médicaux appropriés et à des conditions d'hygiène insuffisantes aggrave cette situation. Le projet PRODIP a permis pendant 2 ans, de juin 2022 à juin 2024, d'apporter une prise en charge nutritionnelle spécifique pour les personnes détenues souffrant de malnutrition aiguë, sévère et modérée, sous forme de riz, de légumineuses, d'huile, de farine fortifiée et de plumpy nuts dans les maisons centrales de Manakar et de Mananzar. C'est le budget du projet n'a pas permis d'étendre ce soutien au-delà de juin 2024. Le GRET a alors recherché des moyens pour pouvoir continuer à soutenir ces 2 établissements, notamment pour la maison centrale de Mananzar,
où la situation est particulièrement difficile. C'est comme ça que nous avons, dans nos investigations, nous sommes tombés sur l'entreprise Nutri7 qui a généreusement accepté d'apporter un don de 1000 cartons de Plum Peanuts d'une valeur approximative de 45 000 €. La mise en valeur du capital humain est l'une des priorités du président de la République, incluant les conditions de détention. C'est également l'une des recommandations reçues par Madagascar dans le cadre de l'EPU sur les droits de l'homme tenu à Genève en janvier dernier. Ainsi, l'État a pris en charge les frais d'importation des pamplemouses. Plus de 4200 détenus souffrant de malnutrition, répartis dans 11 prisons dans tout le pays, recevront ces 1000 cartons de pamplemouses, soit 150 000 sachets. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette initiative. Il est important de noter que 14,9% des détenus souffraient de malnutrition en 2024 contre 19,2% en 2023, soit une amélioration progressive de la situation. Et en économie, afin de promouvoir l'artisanat malgache, secteur clé pour la création d'emplois et la croissance économique du pays, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat collabore étroitement avec l'entreprise Feel Good, spécialisée dans la transformation du raffia et de la broderie en articles de luxe. La ministre Viviane Dewa a visité l'entreprise Feel Good jeudi dernier pour marquer le début de cette coopération. Les détails. Les artisans malgaches possèdent un savoir-faire d'exception et sont capables de répondre aux exigences des grandes maisons de mode internationales. L'entreprise Feel Good, qui emploie 1200 artisans, dont une majorité de femmes, permet à ces dernières d'acquérir une autonomie financière et de ne plus dépendre économiquement des hommes. Avant leur intégration, ces artisans bénéficient d'une formation spécifique. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat va travailler en collaboration avec l'atelier Feel Good en vue d'atteindre notre objectif pour l'autonomisation des femmes. On travaille ensemble comment encore augmenter ce chiffre et comment aider ces femmes à se sortir de leurs difficultés de tous les jours, comme vous le savez. Ici aussi, nous pouvons donc offrir des formations à ces femmes et à ces jeunes. L'artisanat est créateur d'emplois et aussi des revenus. Madagascar a le savoir-faire pour l'artisanat et nous avons aussi les matières premières. Tous les produits réalisés ici sont 100% faits main, mettant en valeur le raffia et la broderie. Actuellement, les produits de l'entreprise sont principalement destinés à l'exportation. Cependant, un projet est en cours pour développer une collection de sacs et d'accessoires destinés au marché local dès cette année, a expliqué la fondatrice de Feel Good. Beaucoup de projets pour le centre de formation des femmes de Madagascar pour leur apprendre un métier d'art. Ce qui est important pour nous, c'est que ces femmes soient autonomes financièrement parce qu'on est persuadé que c'est quand les femmes sont indépendantes financièrement que ça nous permet de lutter contre la violence faite aux femmes. Et on va travailler de concert avec le ministère de l'Artisanat pour ce centre-là, pour aider les femmes et aussi pour faire briller Madagascar. Parce qu'on veut absolument que Madagascar soit reconnu pour ses talents, pour les talents malagasy. Dans l'artisanat, on est capable de servir de très belles maisons de luxe et c'est une fierté. Et on veut mettre ça en avant. On veut que Madagascar ne soit plus vu uniquement comme un pays pauvre, mais un pays capable de tellement de richesses, tant en termes de talent malagasy, mais de ressources. L'entreprise ambitionne également d'ouvrir un centre de formation pour 500 à 1000 femmes artisanes, un projet qui sera mis en place avec l'appui du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Du côté de Marlimbe, où il n'y a aucun trafic de bois précieux, notamment dans la commune d'Aboudvoine, selon une déclaration commune des 15 maires du district aujourd'hui. Ces élus locaux démentent ainsi les rumeurs selon lesquelles des fonctionnaires profiteraient illégalement des richesses nationales. Ils ont également appelé le député Irmar, élu à Marlimbe, pour mettre un terme aux accusations visant le fonctionnaire en question. C'est Sylvain.
Il y a quelques jours, des personnes prétendant être originaires du district de Mar-Lamb ont déclaré à Tuamas, dans la région Atnan, que des fonctionnaires exploitaient illégalement du palissandre sur place. Une information qui a alarmé les maires locaux, car selon eux, il n'existe ni exploitation ni transformation de ce type de bois dans la région. Ces élus rejettent catégoriquement ces accusations, affirmant qu'elles sont motivées par des considérations politiques. Le député élu dans la circonscription estime que ces accusations contre le fonctionnaire sont infondées et qu'aucune enquête préalable n'a été menée. Il appelle les autorités compétentes à suivre de près cette affaire avant toute prise de décision. L'évolution de cette affaire, qui suscite de vives réactions dans le district de Mar-Lamb, est donc très attendue. Et Madagascar compte environ 15 000 ingénieurs en activité, alors que les besoins du pays s'élèvent à 40 000. Cependant, seule une partie de ces ingénieurs est inscrite à l'ordre des ingénieurs malgaches. L'adhésion à cet ordre est pourtant une obligation légale pour tous les ingénieurs, selon les explications. C'est dans ce contexte que l'ordre lance un appel à tous les ingénieurs afin qu'ils s'y inscrivent. Le point avec Felana Rakoutoarsoul. Seuls ceux qui remplissent les critères et exigences établis, tels que l'achèvement d'études supérieures dans une école d'ingénieurs et l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État, sont officiellement autorisés à exercer la profession. À ce jour, ils restent encore peu nombreux selon les explications. L'Ordre des ingénieurs organisera en mars prochain une assemblée générale. Cette rencontre permettra de dresser un bilan des actions menées l'année dernière et d'améliorer les projets prévus pour 2025. Lors de cet événement, des élections seront également organisées pour désigner les nouveaux membres du bureau de l'Ordre, les actuels responsables arrivant au terme de leur mandat. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Ce matin, 3 otages israéliens détenus à Gaza ont été libérés contre 183 prisonniers palestiniens. Or, Lévi, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami sont arrivés en Israël. France 24. Bien ici, place des otages, on a vu la foule applaudir lorsque les visages de ces 3 otages sont apparus sur l'écran géant qui se trouve derrière moi. Ces 3 otages libérés par les brigades d'Al-Qassam, la branche armée du Hamas, à Der al-Bala, au centre de la bande de Gaza. Il y a eu, comme c'est désormais une habitude, cette photo sur scène. Ils ont remis à ces 3 otages israéliens ce certificat de fin de captivité. Et ces 3 otages qui sont apparus très éminciés, très faibles, ont été remis à la Croix-Rouge. Désormais, eh bien, les dernières informations qu'on a reçues, c'est qu'ils sont bien arrivés en territoire israélien. La procédure veut qu'ils soient d'abord envoyés sur la base militaire de Raïm, qui se trouve à proximité de la frontière, où ils retrouvent leurs plus proches familles, souvent une ou deux personnes. Ensuite, ils sont héliportés vers des hôpitaux dans le centre d'Israël, où il y a une réunification plus large avec la famille plus élargie. C'est comme ça, en tout cas, que ça s'est passé lors des 4 précédentes libérations d'otages et que vraisemblablement, eh bien, c'est en train d'arriver pour ces 3 hommes, ces 3 otages israéliens. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, aussi bien côté israélien que palestinien, quant à cette libération en particulier, puisque le Hamas n'a hier publié le nom de ces 3 otages que très tard après l'heure officielle du terme du cessez-le-feu. Et il en est là, eh bien, une façon de faire pression sur les Israéliens, mais aussi sur les Américains après ces propos de Donald Trump qui ont énormément choqué ici, qui veut organiser une forme de déplacement massif de la population de Gaza. Évidemment, pour les Palestiniens, ça ne passe pas du tout. C'est au vu de ce contexte et de ces informations qu'il faut lire la fragilité du cessez-le-feu en ce moment. Le Hamas a dit que le retard était dû au fait qu'Israël retardait aussi l'entrée de l'aide humanitaire, qu'il n'y a pas suffisamment d'aide humanitaire qui est entrée à Gaza ces derniers jours. Israël répond que non, Israël laisse passer l'aide humanitaire. C'est toujours un narratif contre l'autre. Et puis Israël a aussi à plusieurs reprises dans le passé retardé les libérations de prisonniers palestiniens aussi pour faire pression sur le Hamas. Donc c'est assez habituel dans les dernières heures qui précèdent la libération des otages et des prisonniers que chaque partie essaye de tirer avantage jusqu'au dernier moment dans ce contexte de négociations difficiles.
Et les ministres des pays de l'EAC et de la SADC se sont rencontrés hier au sommet conjoint en Tanzanie. L'objectif, tenter de mettre fin à la spirale des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela nécessite d'abord que l'EAC et la SADC accordent leur violon, ce qui risque d'être compliqué. France 24. La République démocratique du Congo attend des positions claires et fermes, c'est ce que nous a indiqué la présidence congolaise. Alors l'offensive du M23 et des troupes rwandaises se poursuit dans le sud Kivu à peine une semaine après la prise de la ville de Goma. Pour les autorités congolaises, il y a donc urgence à réagir. Kinshasa attend que tous les pays africains de la SADC et de l'EAC s'accordent sur un cessez-le-feu immédiat et sur le retrait des troupes rwandaises et du M23 des territoires occupés. La RDC attend également la condamnation de ce qu'elle nomme l'agression rwandaise pour permettre notamment la prise de sanctions contre le Rwanda. À Goma, alors que le M23 installe son administration, les habitants, eux, demandent avant tout un dialogue pour le retour de la paix. Que nos présidents, que ce soit Kagame, que ce soit Ruto, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Ramaphosa ou Lorenzo, que tous ces gens-là puissent privilégier la protection de la vie des citoyens, des populations civiles, parce que les armes ont montré leurs limites. Et les armes n'imposent pas la paix éternelle. La paix durable vient du dialogue. Si j'aimerais trop parler, c'est de l'arme qui va couler. Tout ce que moi je vais attendre de cette rencontre qu'ils vont faire là-bas, qui nous ramène juste la paix. Les autorités congolaises exigent aussi la réouverture de l'aéroport de Goma, à l'arrêt depuis plus d'une semaine. Une réouverture qui faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire à Goma et dans le reste du Nord Kivu. Les besoins sont énormes. Plus de 700 000 personnes ont quitté les sites de déplacés pour rentrer chez elles sans aucune assistance. Les hôpitaux sont toujours débordés par l'afflux de blessés et manque de médicaments. Dans les morgues, des centaines de corps attendent d'être enterrés. Les humanitaires craignent la propagation d'épidémies. À 2 jours du sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris, la Bibliothèque nationale de France et la Conciergerie organisent un week-end consacré à l'intelligence artificielle dans l'activité culturelle. Une immersion dans les multiples dimensions de l'intelligence artificielle et ses impacts sur la création artistique. France 24. Oui, bonjour Judith. Alors on sait que le monde de la culture entretient avec l'intelligence artificielle à la fois des rapports de fascination, d'admiration, ça peut inspirer parfois, mais aussi de craintes, notamment des craintes liées au non-respect des droits d'auteur ou encore de la propriété intellectuelle, ou encore tout simplement de voir des destructions d'emplois. Donc aujourd'hui Judith, on va parler un petit peu de toutes ces facettes. Il y a des créateurs d'applications qui sont très intéressants. J'ai notamment pu parler avec la créatrice de Ask Mona, Marion Carré, qui annonce un partenariat avec le château de Versailles et OpenAI pour lorsque l'on se balade en fait dans le château de Versailles, dans les jardins, on peut avoir des conversations sur pourquoi ce jardin a été fait de cette façon, se replonger un petit peu dans le passé. On voit également la numérisation, on le verra à travers différents intervenants, de pans du passé du château de Versailles grâce à l'IA, le jumeau virtuel d'Asso Systèmes. Mais on va aussi parler effectivement des risques liés à l'intelligence artificielle. Il y aura ce soir à la BNF la projection d'œuvres 100% générées par intelligence artificielle. Alors on sait que ça fait peur, et j'ai pu parler avec le créateur d'une de ces œuvres qui sera diffusée ce soir, Arthur Friedman. Il explique que pour lui en tout cas, ça a nécessité énormément de travail humain, plusieurs semaines. Il a mis tous ses rêves dans cette création, donc on n'a pas encore dans le remplacement humain, mais on voit bien que ces débats sont au cœur de ces discussions. Très rapidement, la BNF est également concernée par la numérisation, par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Elle explique qu'elle est un refuge de souveraineté. Elle a notamment créé des partenariats avec 3 entreprises françaises d'intelligence artificielle pour mettre à disposition les nombreux fonds dont elle dispose et entraîner des modèles français, des modèles européens, et pas uniquement dépendre des grands modèles américains ou chinois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée Back in Action avec Jamie Foxx et Cameron Diaz. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.